bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, et blablabla, et tout le tralala, évidemment habituel. On attaque donc une nouvelle année, 7e saison pour la chaîne. Évidemment, on va commencer par cette année qui commence sur les chapeaux de roue aux États-Unis avec 2 événements non négligeables qui sont évidemment, alors on appelle ça maintenant une attaque terroriste, même si dans les premières heures le FBI est resté très prudent de ne pas considérer ça comme une attaque terroriste. Quoique le terme terroriste est peut-être un petit peu galvaudé, dans ce sens où nous avons quand même des faits relativement compliqués. Rappel des faits, le soir, non c'était lundi soir, oui lundi soir, non mercredi, mardi soir, pendant le feu du réveillon, ouais. Un individu, donc ça se passe à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, c'est Louisiane. Et la Nouvelle-Orléans, comme son nom l'indique, c'est la Nouvelle-Orléans, ancienne ville française du territoire français que fut la Louisiane, et dans lequel vous avez au nord du centre-ville de la Nouvelle-Orléans ce qu'on appelle le quartier français, qui est, je dirais, un endroit plutôt attrape-touriste où vous avez beaucoup de restaurants, de bars, etc., mais qui architecturalement est assez intéressant parce que la Nouvelle-Orléans est une des rares villes aux États-Unis qui a gardé encore un patrimoine architectural de l'époque française, qui fait d'ailleurs le charme de la ville dans certains quartiers et qui, évidemment, est aussi un élément attractif touristique non négligeable. Et donc, vous avez dans ce quartier français l'avenue Bourbon et un individu avec un truck, je crois que c'est un Ford, blanc, a réussi à contourner un véhicule de la police qui se situait en amont de la rue et a foncé dans la foule. Alors, foncer dans la foule, heureusement, la foule n'était pas très dense à cette heure-là. Et du coup, aujourd'hui, le bilan, c'est 15 morts, une trentaine de blessés, dont 2 policiers. Pour la simple bonne raison, c'est que on a des témoignages de gens qui ont dit, oui, très clairement, on le voit bien, qui veut absolument cartonner des gens, etc. Sauf que dans ces zigzags, eh bien, est-ce qu'il a perdu le contrôle de son véhicule et il s'est encastré dans une mini-grue mobile. Et de là, il est sorti du véhicule. La police, très rapidement, parce qu'il y avait une force de police assez conséquente du fait de l'événement, s'est précipitée sur le véhicule. Le mec est sorti, a commencé à tirer sur les flics, d'où 2 flics qui ont été blessés. Et les flics ont vidé les chargeurs et ont tué l'individu. L'individu, alors assez rapidement, même si au départ, les autorités ont été très prudentes de ne pas faire tout de suite une conclusion hâtive en parlant d'un acte terroriste. Clairement, premières informations qui sont tombées, le drapeau, le fameux drapeau. Alors, le drapeau n'était pas dans le véhicule, le drapeau était accroché sur un petit mât au cul du véhicule, mais il n'était pas à l'air libre, il était embrasé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de l'État islamique. L'individu, c'est pas un étranger, c'est un Américain, puisqu'il est né au Texas, en revanche avec des racines musulmanes, de par son nom déjà. Alors c'est là que ça commence un petit peu à coincer, parce que l'individu est un instruit. C'est un lettré, c'est un individu qui, né aux États-Unis, donc américain. Il a fait 10 ans dans l'armée, alors certainement issu d'une famille très modeste, et vous savez, aux États-Unis comme en France, vous pouvez vous engager dans l'armée, et l'armée peut vous financer vos études. Donc certainement qu'il a fait 10 ans d'armée pour pouvoir financer ses études, et alors je ne sais pas s'il était ingénieur dans le domaine de la communication numérique. Donc, pas un con.
Hein, on peut se permettre cette spéculation de dire que le mec, c'était pas un con. Donc la question, quand même inquiétante, c'est un individu musulman, dont actuellement on ne sait pas si c'était un pratiquant ou un musulman plutôt laïque ou modéré ou truc comme ça. Pour l'instant, l'enquête est en cours. On n'a pas encore d'informations si par exemple il allait régulièrement à la mosquée ou est-ce qu'on lui connaissait des fréquentations de lieux religieux de l'islam, pratique de l'islam, comme par exemple faire les 5 prières ou faire le ramadan, tout ça. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. Donc, si vous voulez, le profil il est assez inquiétant parce que finalement, on se dit, mais finalement, cet individu était un Américain parfaitement intégré à la société, avec un statut social correct. Comme un individu comme ça, comme du jour au lendemain, décide de faire un attentat, de tuer des gens avec un drapeau islamique, le drapeau de l'État islamique avec lui. Alors, soit le mec, il a pété les plombs, soit il s'est passé quelque chose dans sa vie qui a affaibli sa perception, son intelligence, etc. Et il a été récupéré et lavé du cerveau par des gens, par des islamistes, finalement. Alors, ça veut dire que c'est dangereux parce que ça veut dire que des gens bien sous tout rapport peuvent se transformer demain en tueurs. Au nom d'Allah. C'est inquiétant. Alors, c'est pas... J'ai envie de dire, en France, on a quand même eu des exemples d'individus qui finalement étaient quand même des individus en apparence bien sous tout rapport et qui finalement sont avérés être des saloperies. Donc, voilà, il va falloir fouiller un peu. Et comme l'a dit très justement, alors je ne sais plus quel intervenant de la conférence de presse hier l'a dit, c'est qu'il va falloir donner la vérité aux Américains. Parce que, évidemment, il va falloir clarifier la situation pour expliquer pourquoi le mec il a fait ça. Est-ce que finalement le mec donnait bien le change, mais à l'intérieur de lui-même il était bien ancré dans l'islam, etc., que peut-être ça lui a monté le bourrichon de voir ses frères musulmans de Gaza se faire massacrer par les Israéliens. Allez savoir. Dont d'ailleurs, il y en a qui se sont passés le mot parce qu'il y a eu des manifestations pro-Gaza dans pas mal de villes. Alors, il y a eu à New York, à Montréal aussi, à Londres, Dublin, je crois. Bon. Mais à New York, si vous voulez, c'est pas commun. C'est pas commun d'avoir des autorisations pour pouvoir manifester comme ça dans les rues de New York, dans les rues de Manhattan. Donc, voilà, c'est quelque chose d'un peu spécial. Et donc, pour revenir à cet individu, comme je vous l'ai dit, il va falloir clarifier le profil. Parce que si on ne clarifie pas le profil, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Américains, toute personne qu'ils rencontrent qui a un nom arabe, hein, je vous l'avais expliqué, aux États-Unis, si on dit souvent que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, ici aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains qui ont peur de leur ombre. Donc avec en plus tous les amalgames, les raccourcis, les simplifications, les généralisations qui sont très ancrées dans la société américaine, ça va être compliqué pour les gens d'origine arabe aux États-Unis, qu'ils soient étrangers ou américains. Ça va être compliqué. Et puis vous avez ce fameux truck Tesla qui a explosé devant la tour Trump à Las Vegas. Y a-t-il de lien? Apparemment non, quoique. Il y a des médias, alors pareil, hein, pour le mec de Las Vegas, il y en a qui ont commencé à dire oui, mais vous savez aussi, les mouvements d'extrême droite aux États-Unis sont très violents.
Sauf que ces gens-là, apparemment, ils ont raté l'info du drapeau islamique, de l'État islamique. Donc les gens étaient en train de commencer, parce que le mec était américain, donc parce que le mec il est américain, donc ça ne peut être qu'un mec issu des mouvances d'extrême droite. Ouais, mais le mec il a un nom arabe. Ça colle pas. Donc encore une fois, les médias, etc. Et là, sur le truck Tesla, ils ont dit, mais non, en fait, c'est le truck, vous savez, les Tesla, il y a des problèmes, hein, il y a des voitures qui prennent feu, il y a des voitures qui explosent. Alors, il faut savoir que, en effet, il y a pas mal de problèmes avec les Tesla, mais les problèmes sont des problèmes techniques. Mais je veux dire, pareil, c'est le problème des technologies. Je compare toujours à l'aviation. C'est-à-dire que là, vous avez eu un avion qui s'est écrasé. Bon, apparemment, l'avion a été touché par des missiles, etc. Mais à chaque fois qu'il y a un avion qui s'écrase, on se dit « Ah, mon Dieu, l'avion... » Ouais, mais c'est un avion qui s'écrase. Dans le laps de temps où il y a eu le drame, combien d'avions ont circulé dans le monde? Question de proportion. Donc, qui est une proportion de voitures Tesla, de trucks Tesla qui ont des problèmes avec les batteries, que les batteries prennent feu, etc. Bah oui, ça arrive. Mais bon, j'ai pas de statistiques sur la proportion de ces véhicules par rapport au nombre de véhicules qui circulent. À un moment donné, il faut accepter l'idée que rien n'est parfait. Et que sur 100 000 modèles que vous allez vendre sur le marché, bah, il va peut-être y en avoir un ou deux, en effet, qui vont avoir des problèmes techniques, qui vont prendre feu, ou trucs comme ça. En dehors d'accidents, de chocs, parce que les batteries, c'est des batteries lithium, hein, puis les batteries lithium, c'est comme ces connards qui ont voulu s'amuser à aller avec une voiture Tesla dans la mer. Ouais, sauf que le problème, c'est que le compartiment des batteries, apparemment, l'étanchéité n'était pas terrible. Je vous laisse imaginer ce que du lithium avec de l'eau donne comme résultat. Sauf que là, ce véhicule-là, très clairement, on voit bien que l'explosion émane du coffre du véhicule, parce que, évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est très amusant, il y en a qui t'ont montré des vidéos, mais des vidéos de l'intérieur de la tour, ou des vidéos où on ne voit pas le véhicule exploser. Et là, tout de suite, ils disent, oui, voilà, une Tesla a explosé, machin... mais sous-entendant, mais de toute façon, c'est parce que c'est une Tesla. Alors que les autorités ont diffusé la vidéo extérieure et on voit bien le véhicule qui explose et on voit bien que l'explosion vient du coffre, hein, de la plateforme derrière. Après, en effet, il y a des effets de feu d'artifice. Ça, je pense qu'à mon avis, c'est dû au fait que les batteries, il y en a une ou deux qui ont dû exploser aussi. Et avec le lithium, ça provoque ça fait des étincelles. Voilà. L'individu, alors ça, cette information-là à mettre au conditionnel, parce que moi j'ai eu cette info, mais apparemment cette info pour l'instant n'est pas officielle. Le conducteur est mort à l'intérieur du véhicule. Le conducteur se trouve être en réalité un Américain dont la réputation est d'être un anti-Trump, mais alors là où ça devient un peu, alors vous allez me dire, hasard et coïncidence, parfois ça peut arriver. Il se trouve que le truck blanc, le Ford de la Nouvelle-Orléans et ce Tesla truck de Las Vegas, ces deux véhicules ont été loués dans la même compagnie. Je crois que c'est la compagnie Turo. Et deuxième coïncidence, le mec de la Tesla, lui aussi a fait l'armée. Mais il a fait l'armée dans le même campement que l'homme de la Nouvelle-Orléans. Est-ce que vous avez vu le film Manchurian Candidate? Dans ce film, et il y en a un autre film, je crois d'ailleurs, je connais plus le titre, qui
est un film avec Denzel Washington, je crois. Qui traite du conditionnement. C'est-à-dire des individus qui se sont fait laver le cerveau et qui, à un moment donné, par un mot-clé ou par une succession de phrases, alors si vous avez vu les films Marvel, le fameux soldat d'hiver, etc., l'ami de Captain America, dans la série, c'est ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que son esprit est complètement conditionné. C'est-à-dire que sous une succession de phrases, tout d'un coup, on occulte complètement sa personnalité, etc. Et il devient une machine de guerre. Ben moi, c'est ce que je trouve un petit peu plus logique par rapport à ces deux événements. Est-ce que ces deux personnes n'ont pas été lavées du cerveau et conditionnées? Malheureusement, on ne le saura pas parce que ils sont morts. Et j'ai même envie de dire, pareil, mettre le mec lettré, psychiatre. Donc quand tu es psychiatre, c'est-à-dire que tu as fait des études, c'est-à-dire que tu n'es pas con. De l'attentat Bélier en Allemagne, pareil. Comment ça se fait qu'un mec comme ça, qui est un mec lettré, qui est un mec intelligent, qui est un mec sensé, tout d'un coup décide de problème psychologique, anti-islam, ah bon, proche de l'AfD, ah. Mais encore une fois, l'instrumentalisation par rapport à ces événements, c'est-à-dire qu'avant de savoir, avant de connaître le fin mot de l'histoire, évidemment, il y a une récupération politique, il y a une récupération idéologique. Et là, aux États-Unis, c'est encore plus vrai, dans ce sens où là, on approche les semaines qui vont être des semaines cruciales. Parce que, comme je vous l'avais expliqué, l'administration Biden est en train de faire des trucs. Là, Biden a signé je ne sais plus combien de décrets. Ils sont en train de vider les caisses. Donc, et c'est marrant parce que j'y pensais, je me suis dit, à la veille de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, est-ce qu'ils ne vont pas nous péter un attentat? Bon, c'est pas un attentat de grande envergure, mais quand même, aux États-Unis, c'est quand même quelque chose qui peut toucher les Américains. Et qui peut toucher les Américains, comme je vous l'ai dit. L'amalgame aux États-Unis est malheureusement quelque chose qui est un véritable fléau. Tous les Français qui ont vécu dans les années 2000, après les attentats du 11 septembre, le jour où la France a refusé d'aller en Irak en 2003, je peux vous dire que les Français aux États-Unis, ils rasaient les murs. Parce que voilà, on les tenait pour responsables. Alors qu'ils sont français, vivant aux États-Unis, qui sont responsables des décisions de leur gouvernement. Mais voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Hein. Je veux dire, je vous l'ai déjà dit, hein, aux États-Unis, le problème, c'est que c'est souvent des gamins. Hein. Ça réagit comme des gamins, ça réagit comme des adolescents, et c'est ça qui est le problème. Donc affaire à suivre parce que évidemment ça commence bien l'année. Macron, rapidement, vous allez être invité à faire du référendum. Alors je vous rassure tout de suite, il ne va pas vous poser des questions sur sa démission, il ne va pas vous poser des questions sur l'immigration. En revanche, vous le savez, je vous ai parlé de la révision des traités européens, qui vont amener à ce qu'il y ait une augmentation des transferts de souveraineté des États membres vers l'Union européenne. Je pense qu'il va certainement faire un référendum là-dessus. Et que même si le référendum c'est non, il le fera quand même. Il fera comme Sarkozy, il convoquera le Congrès, et puis on signe, et puis c'est bon. Mais il peut aussi mettre au référendum, vous savez, ce fameux projet qui existe dans la COPE depuis maintenant 20 ans, qui est la libéralisation des monopoles d'État. Sous-entendant, ouvrir
un marché libéral sur les services tenus par la fonction publique, éducation, sécurité. Alors, par exemple, là actuellement, très bel exemple, le système pénitentiaire français, la santé, ouverture du marché à des sociétés d'assurance santé privées, etc., etc. Moi, je pense que c'est les deux sujets sur lesquels il va certainement faire du référendum. Et qu'il le fait en acquis conscience parce qu'il est tellement dans le trou qu'il essaie de se racheter un petit peu une vertu auprès du peuple français en disant, vous voyez, je vais quand même vous consulter sur ces sujets, mais de toute façon, que vous votez oui ou non, à terme, il le fera. Il s'en foutra. Mais bon, de toute façon, c'est Macron, hein, comme s'amusent certains à reprendre les vœux qu'il a fait en 2024, quand on voit le résultat en 2024, c'est du blabla. C'est du blablabla. Donc voilà, pour cette première vidéo de la saison 7. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Soyez prudents, portez-vous bien, et encore une fois, bonne année, meilleurs vœux, et surtout, la santé.